Bonsoir, merci pour cette riche présentation. Je suis directeur des espaces verts et naturels à la commune de Bougnay, voilà. Donc ravi d'avoir partagé ce temps avec vous. Je réagis juste parmi les interlocuteurs vers lesquels les administrés peuvent se tourner. Il y a évidemment les collectivités. Elles ne sont pas toutes dotées de spécialistes, j'en suis pas un par ailleurs, mais en tout cas, on est aussi, nous, très vigilants au quotidien, à essayer de partager avec les habitants un certain nombre des recommandations que vous avez pu présenter. Donc voilà, il ne faut pas hésiter non plus à vous rapprocher des services de la mairie, enfin, de la commune, voilà, qui peuvent aussi vous orienter. On travaille avec des experts, des entreprises. Donc voilà, il ne faut pas hésiter aussi à se tourner vers nous. Pour l'exemple de Bougnay, on a même travaillé avec les habitants pour essayer au travers d'un document, alors très modeste, hein, une charte du végétal et de l'arbre, mais qui a été construite avec les habitants pour essayer d'être au plus près en fait des questions qui pouvaient se poser. Donc voilà, faut pas hésiter. Et puis on est aussi garant de la protection du patrimoine au travers des documents d'urbanisme, et on a un rôle important de pédagogie, quoi. Je voulais juste apporter cette précision. Merci en tout cas. Merci. François, est-ce que vous voulez compléter? Non. Il y a des différentes collectivités sur le territoire qui ont des chartes de l'arbre, qui ont des outils pédagogiques. Donc, on peut aussi regarder dans les autres communes si on ne trouve pas ce qu'on veut sur son territoire. Voilà, souvent, c'est des outils qui sont disponibles en ligne. Donc, charte de l'arbre, vous pouvez chercher sur le département. Bonsoir et merci pour vos interventions. C'était très intéressant. Je me posais une question. Vous avez parlé du point de vue des propriétaires d'arbres, donc quand les arbres nous appartiennent et voilà, les possibilités qu'on a de les protéger. Mais moi, je me posais la question, quand on n'est pas propriétaire des arbres, quand c'est des arbres qui sont sur l'espace public, par exemple, quels sont nos recours en tant que citoyenne, citoyen, pour les protéger si on estime qu'il y a, je sais pas, un projet d'abattage qui nous semble injustifié et que, contrairement par exemple à la commune de Bougnay, il n'y a pas forcément de dialogue mis en place ou d'espace. Quels sont nos recours en fait possibles? Tu me donnes le micro comme ça là. Je suis un peu mal placé pour répondre à une telle question. Ce qu'on peut observer, c'est que il y a plusieurs éléments de réflexion. Il y a les abattages, notamment les abattages des arbres qui sont dans l'espace public, agissent souvent comme un traumatisme, parce que il y a un bouleversement de l'espace qui fait notre quotidien. Après, et j'en ai rencontré plusieurs cas au cours de ma vie professionnelle, il y a parfois une incompréhension qui est difficile à résoudre entre la conviction que l'on a en tant que gestionnaire, notamment sur la base d'expertise, comme celle que Jean-Eudes nous a montré sur le caractère dangereux des arbres et sur le fait qu'on ne peut pas les maintenir. Et donc, du coup, on doit en passer par l'abattage, parce qu'il n'y a pas forcément d'alternatives possibles. Et puis, et on se retrouve confronté à des gens que je comprends tout à fait. Je suis le premier à défendre l'amour des arbres, mais il y a des gens pour qui l'abattage, c'est une agression psychologique, émotionnelle très forte. Et donc, du coup, c'est pas forcément facile de rendre les choses compatibles. Donc moi, ça j'ai fait. On a dû mener, notamment quand j'étais à Lille, des abattages d'arbres dans des endroits assez prestigieux. Et franchement, on n'avait pas le choix, quoi. La décision s'était faite en présence du maire de la ville. Donc, on avait vraiment, on avait la conviction de bien agir, mais malgré tout, on a eu des réactions très très vigoureuses. Pour autant, il ne faut pas s'en cacher. Il y a pas mal d'abattages qui sont faits pour des raisons qui ne sont pas forcément très bonnes. Enfin, après, chacun juge. Il y a Alain Baraton qui a écrit un livre là-dessus qui s'appelle La haine des arbres n'est pas une fatalité. Parce que lui, il est souvent, comme c'est quelqu'un qui est relativement exposé médiatiquement, il est souvent
le réceptacle de doléances de personnes qui ne savent pas trop vers qui se retourner et qui, du coup, ont trouvé à une certaine époque une oreille attentive, et donc il était soumis à tout un tas d'interpellations. Puis maintenant, il y a le National de sauvegarde des arbres, le GNSA, qui a pris le relais. Il y a Thomas Braille, hein, qui est très connu, parce qu'il fait des actions très, très spectaculaires. Après, je pense qu'il faut savoir raison garder. Hein. Il faut essayer d'objectiver au mieux. Hein. Et les collectivités, pour ça, elles ont un rôle important. C'est-à-dire que quand elles ne doivent pas jouer avec la peur des armes, elles ne doivent pas accuser l'arme d'avoir la rage pour pouvoir mieux la battre après. Hein. Et donc, voilà, il y a une responsabilité collective sur la cohabitation qui peut aller jusqu'à un certain point, mais quand la sécurité des personnes est en jeu, encore faut-il que la dangerosité des armes soit effectivement avérée, démontrée, et qu'il n'y ait pas d'équivoque de ce point de vue-là. Puis après, pour la question, moi, je n'ai pas la réponse. Hein, c'est à chacun de se mobiliser par tous les moyens possibles, imaginables, et pour pouvoir faire entendre sa voix. On a livré quelques clés. Hein, voilà. Par exemple, vous m'arrêtez quand je suis trop long, parce que je peux être très, très bavard. Ce qui est intéressant, c'est cet article de loi qui est venu abonder le Code de l'environnement. Il est allé à l'origine, il a été porté par une association qui a réussi, par le biais d'un contact avec un député, qui a introduit un amendement, et donc c'est comme ça que les choses se sont faites, quoi. Et donc là, les associations, donc le CIE et l'association ARM, qui est spécialisée dans les arbres remarquables, ont fait un travail, que moi je trouve complètement titanesque, hein, d'essayer de déterminer le contour d'une nouvelle loi pour la protection des arbres. Et donc ça, voilà, mais donc c'est un travail à la fois de fourmi et un travail vraiment de très longue haleine, dont on ne sait même pas d'ailleurs s'il va pouvoir aboutir, quoi. Merci. Et pour compléter, si on veut s'engager aussi, on peut protéger les arbres existants. Et il y a une association à Nantes, dont je veux bien parler, c'est l'association Repousse. Et donc, on peut participer à récolter des jeunes plants et à les aider à se développer avant qu'ils soient replantés dans le territoire localement. Donc ça, c'est une association locale qui contribue d'une autre manière au développement du patrimoine arboré. Oui, bonsoir, merci de vos interventions. Quand à Nantes, dans une copropriété, qui est un territoire privé, on a des arbres remarquables, est-ce qu'on peut compter sur les services de la ville pour donner des conseils en matière de gestion de ces arbres? Des conseils? Alors oui, on peut donner un conseil, mais en aucun cas on ne pourra faire d'expertise, et en aucun cas on ne pourra faire de travaux. Mais un conseil, bien sûr, on ne se prive pas d'en donner, bien entendu. Alors, ça peut être des conseils pour l'entretien, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ou pour la préservation de ces arbres. Hein, tout à fait. Oui, bonjour et merci pour votre présentation. Dans un projet de lotissement sur une commune, est-ce qu'on peut anticiper et commencer par envisager la plantation d'espaces verts et des arbres aussi en amont du projet? Oui, c'est quelque chose qui... Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que... Oui, c'est ce qu'on appelle le préverdissement. Intégrer, quoi. Intégrer les arbres avant, à la première étape, quoi. C'est ce qu'on appelle le préverdissement. Hein. Il y a un livre qui date de 1987 et qui décrit toutes ces techniques-là, qui sont donc connues depuis très très longtemps. Maintenant, on redécouvre cette chose-là. Il y a d'autres termes qui sont utilisés, mais... bien sûr, oui, il est tout à fait possible. Hein, et donc là, il vaut mieux planter abondamment, planter petit, pour avoir beaucoup de matière à partir de laquelle on puisse après tracer des voies, des espaces à construire, tout à fait. Oui. Donc ça s'est fait couramment. Oui. C'est-à-dire que quand on est au premier stade, est-ce qu'on veut dire on fait autour des arbres, on fait des bâtis autour d'arbres et non pas l'inverse, parce qu'une fois le bâti est fait,
On dit, ah bah oui, maintenant, on ferait bien des paysages. Voilà, on intégrerait bien, mais c'est trop tard, quoi, il n'y a plus la place. Exact. Ouais. En fait, ce qu'il faut, c'est tenir compte des arbres existants avec toutes les précautions qui ont été mentionnées. Et puis, effectivement, on peut planter, mais il y a toujours le risque qu'après, il faut rendre compatibles les constructions. Il ne faut pas avoir peur après de rentrer dans tout ce tissu végétal pour pouvoir aménager au mieux. Ouais. Mais effectivement, après, l'avantage, c'est que les plantations, si c'est le cas, elles ont lieu dans un sol qui est encore vierge, quoi. Et donc, du coup, les plantations s'installent bien mieux que si on vient les mettre après dans des sols qui ont été remaniés. C'est évident. Oui, différemment. Est-ce que vous intervenez avec les promoteurs, par exemple, les aménageurs, avant? Est-ce qu'on vous demande souvent? Est-ce que ça passe, on passe et on passe après, quoi? Il faut que ce soit le maître d'ouvrage qui soit force de proposition et qui soit très vigilant à cette ligne dans le cahier des charges pour exiger justement une vision globale du projet, une anticipation dans les plantations et ensuite de tenir ça jusqu'au bout parce qu'il va y avoir des phases qui vont être difficiles, notamment au moment du chantier. Donc le préverdissement, mais ensuite s'assurer que ensuite quand il y a des constructions en lot libre, que chaque projet soit respectueux de la trame globale du lotissement, de la trame arborée qui a été anticipée et qui a été voulue au départ, et que chaque projet en tienne compte et respecte notamment les distances par rapport aux haies, les distances d'implantation. Donc ça peut se détailler au niveau du PLU, dans des orientations d'aménagement, ensuite dans des cahiers de prescription, dans des plans d'aménagement. Aux différents stades du projet, il va falloir tenir les objectifs pour préserver de l'espace et un bon développement de ces plantations. J'ai pu accéder à un micro. Je crois avoir une question à nouveau pour vous. Merci de cette soirée. C'est vrai que c'est hyper, on va dire, enrichissant. Mais comment dirais-je, moi j'ai travaillé pendant quelques années avec le SEV et il y avait un vecteur, on va dire, qui était générateur de pas mal de titres pour Nantes, c'est-à-dire Nantes ville verte, ville fleurie, ville, voilà. Par contre, récemment, j'ai remarqué qu'on avait perdu quelques places. On a dû dégrader de 4 places, quoi. Alors, je me pose la question, je me dis, en fait, les arbres, c'est central, mais les arbres, aujourd'hui, c'est pas que le vert, c'est effectivement peut-être plus intégré dans une notion de biodiversité, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, en fait, l'arbre est porteur dans ce sens-là. Et là, plus récemment, je raconte pas ma vie, hein, mais je me suis rapproché de la LPO, où les indicateurs de la faune, en fait, on va dire, des oiseaux, vous parliez tout à l'heure des chauves-souris, les chouettes, de tout ce qu'il y a sur Nantes, au travers du bâti neuf ou rénové, c'est un effondrement biodiverse catastrophique, quoi. Alors, l'arbre ne doit pas être un arbre de Noël, je pense, mais un arbre porteur de biodiversité. Donc la question que j'aurais à poser pour une collectivité ou les architectes qui travaillent finalement autour de tout ce bâti, c'est est-ce qu'il en vient à l'esprit d'intégrer finalement l'habitat des oiseaux lors de la plantation, la taille des arbres, quitte à utiliser une nacelle, peut-être mettre quelques nicheurs, on a vu quelques dessins tout à l'heure, mais je voulais savoir si en fait c'était une contrainte que vous vous êtes imposée, enfin si vous la voyez comme une contrainte, de manière à infléchir cette décadence, et puis les architectes, est-ce qu'ils sont conscients qu'en fait en enlevant l'ancien et en mettant du lisse, c'était complètement mortel pour le biodiverse, quoi. Bon, je voulais en parler ce soir parce que je pense que ce sera intéressant d'aller plus loin, parce que je travaille là-dessus aussi à mon niveau sur le quartier nord, et comme on parle de beaucoup on va dire de démarches vertueuses, je crois que ça en fait partie. Si vous avez compris la question, c'est au niveau d'une collectivité, est-ce qu'on peut s'imposer, comptabiliser ou de produire un habitat pour les oiseaux? Alors on est à moins 40 et moins 70% d'effondrement, hein, quand même. Hein. Mais de toute façon, oui, la priorité, c'est de maintenir l'existant, à maintenir les arbres adultes. Donc, les promoteurs dont on parlait tout à l'heure, de plus en plus, quand ils sont amenés à travailler dans des villes comme Nantes ou Angers, qui sont de plus en plus soucieuses de leurs arbres au niveau légal, etc.,
les promoteurs sont de toute façon obligés de faire attention aux arbres existants. Donc ça, c'est déjà une première étape importante avant de parler de mettre des nichoirs, etc. Si on maintient ce qui est existant, on a déjà beaucoup gagné, quoi. Ensuite, au niveau biodiversité d'une manière générale, effectivement, là on parle que de l'arbre. Un arbre tout seul au milieu d'une place ou au milieu d'un parc ou au milieu d'une rue, c'est bien, hein, mais c'est adulte. Même s'il est adulte, c'est pas suffisant. Déjà parce que lui-même, il va pas être à l'aise. Il y a de l'enrobé tout autour. Il y a un sol qui est tassé. Il y a l'herbe qui survit. Donc l'herbe et l'arbre font pas forcément le bon ménage. L'idéal pour un arbre, c'est qu'en plus, il y ait beaucoup de choses en dessous. Il y a des strates, il y a plusieurs strates différentes, en fait. Plus le contexte ressemble à la forêt, mieux l'arbre se sentira, en fait. Donc, sauf si c'est une forêt très dense, etc. Mais le milieu forestier est très bon pour l'arbre parce qu'il y fait assez frais. Il y a beaucoup de vie en dessous. Le sol est riche parce qu'il y a beaucoup de choses qui tombent par terre, dont on ne touche pas. Il n'y a pas de tassement, etc. Donc voilà, il faut pas juste l'arbre adulte, il faut aussi des arbres jeunes, il faut aussi des arbustes, des massifs, de la feuille morte, il faut tout ça, quoi, pour qu'il recommence à y avoir de la vie. Je peux donner quelques réponses qui ont été apportées par la ville de Nantes, notamment en matière de biodiversité. Les jardiniers de la ville sont particulièrement sensibles à cette question-là. Ils fabriquent ce qu'on appelle des oasis de biodiversité, qui peut prendre différentes formes. C'est-à-dire qu'il y a une évolution du métier de jardinier qui, bien sûr, s'intéresse à la qualité des parcs, à la qualité du fleurissement, mais qui a complètement intégré cette question de la nature sauvage dans ses pratiques, et ce n'est pas la moindre des révolutions. Et puis, on a quand même au sein de la ville et de la métropole un service qui s'appelle Recherche et Biodiversité et qui œuvre au quotidien pour promouvoir le végétal local, pour pouvoir faire respecter notamment la règle ERC, hein, qui veut dire éviter, réduire, compenser, en insistant beaucoup sur le E, voilà, et moins sur le C, et en faisant en sorte de vérifier que les mesures d'évitement sont bien réalisées, et après que la compensation soit effective et bien mise en œuvre. Et puis un dernier exemple, c'est une intervention récente de la LPO pour de la formation des agents de la ville et de la métropole, notamment pour la compatibilité entre la construction et la rénovation de l'habitat avec l'intégration notamment des oiseaux. Et puis du coup, pour compléter pour les particuliers, on est en train de travailler au CAIE avec la LPO et l'Union régionale des CAIE sur des fiches conseils pour les particuliers sur la question de la biodiversité dans le bâti neuf, dans le bâti ancien et dans l'aménagement du jardin. Donc ça, c'est des fiches qui sortiront dans le courant de l'année 2024. Et puis, ça va me permettre de conclure parce que du coup, on est en train de préparer notre programmation des rendez-vous 2024 et je pense que la question de la biodiversité sera à l'ordre du jour. Donc n'hésitez pas à vous tenir informé de notre programmation en vous inscrivant pour la newsletter ou en suivant les réseaux sociaux du CAIE.